Le film dont nous allons parler aujourd'hui est un documentaire autobiographique, unique en son genre, où l'on navigue de Woody Allen à Enrico Macias et surtout de la vie à la mort dans un va-et-vient permanent, à la fois tragique et lumineux. C'est un premier film et un film en même temps tardif, on peut dire, nourri de cinéma en tout cas de bout en bout, puisque son réalisateur, Uri Milstein, est producteur de cinéma français et a produit notamment des films d'Agnès Varda, d'Arnaud Desplechin ou encore de Sophie Marceau. Bonjour Uri. Bonjour Léa donc. Dire pour commencer peut-être, et vous allez m'arrêter si je me trompe, que le dispositif de votre film est le suivant. Un homme, vous, va sur la tombe de son psychanalyste, comme pour poursuivre ses séances, mais à un prix plus intéressant, et lui parle d'un film qu'il voudrait faire, qu'il essaye de faire, et il s'aperçoit que jusqu'à maintenant, le seul film achevé dans sa vie, qu'il ait à sa disposition, serait celui de son premier mariage avec la fille d'Enrico Macias. Alors cet homme, vous, décide de repartir de là et de montrer ce film à sa famille, recomposée et élargie depuis ce premier mariage, et de filmer les réactions de sa famille, tout ce que le visionnage de ce film va pouvoir susciter. Alors, comment est-ce que vous avez eu cette drôle d'idée? Et est-ce que vous n'avez pas eu peur, je me suis demandé, de cette mise en abîme, c'est-à-dire de vous lancer dans un film qui filmerait les réactions à un film, à la fois pour le film et pour votre famille aussi. Est-ce que vous n'avez pas eu peur en vous lançant là-dedans? Non, parce que sinon je ne l'aurais pas fait, dans le sens où j'ai pas réfléchi à cet objet comme à un film. Donc j'ai plutôt commencé pour partager des choses avec ma famille, et notamment cette histoire de mariage. Alors déjà c'est pas le premier mariage, mais on sait pas tout dans le film. Donc, Ah non, en vrai c'est le second. Mais effectivement, ça fait 45 ans que je travaille dans le cinéma. Je me suis marié il y a une trentaine d'années. À ce moment-là, déjà, j'avais des amis qui travaillaient, tous mes amis travaillaient dans le cinéma. Donc, pour participer à ce bazar, j'ai dit que je ferais le film. Donc, et j'ai fait un film tout à fait professionnel qui dure 2 heures et tout ça. Je ne l'ai pas revu pendant 30 ans, mais c'est en le revoyant que j'ai eu envie, non pas de faire un autre film ou de faire un film, mais de le partager avec mes enfants. Et comme les enfants, après ce mariage, il y en a eu avec Josia, puis on s'est séparés, puis on a eu avec Bénédicte, et puis on s'est séparés, et donc j'avais envie de réunir tout le monde parce que je trouvais que ce document était quand même assez rigolo, émouvant. Là, je parle du film de 2 heures que j'ai fait en 92. Et j'avais envie de le partager avec tous les membres de ma famille. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai filmé. Donc je les convoque, ils s'assiedent sur le canapé, j'ai un vidéoprojecteur, je leur montre ce film. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai décidé de le filmer. C'est-à-dire qu'avec même les appareils photo, machin, soudain je le filme, et je filme aussi le dîner qui s'ensuit, où tout le monde débriefe. Mais ça n'était pas pensé à ce moment-là comme un film, c'était pensé comme, je sais pas, on se voit, et comme on se voit, on est tous très liés, très proches. C'est une recomposition très réussie, c'est-à-dire que la mère de mes fils, qui est donc Josia, la fille d'Enrico, elle a toujours emmené mes filles en vacances, même quand elles étaient petites. Bénédicte, la mère de mes filles, a toujours emmené les garçons en vacances aussi. Enfin, en dehors de moi, tout ça. Donc, c'était normal que tout le monde participe à ça. Enfin, je ne me suis même pas posé la question, à vrai dire. En tout cas, ça devient cet objet inouï, j'ai envie de dire, unique en son genre, mais aussi assez inouï, où on voit une famille au présent, donc dans cette recomposition, et où on voit en même temps ces allers-retours avec des images d'archives, on pourrait dire. Donc d'abord ce film du mariage, et puis pas seulement, après vous allez un peu filer ça
en insérant d'autres archives, d'autres moments de votre vie. Donc ça a aussi été un peu intuitif comme ça, naturel. C'est-à-dire quand on commence à faire quelque chose, ben on continue, puis on s'intéresse à... J'ai retrouvé des images j'ai même retrouvé des films Super 8 qui étaient toujours dans mon frigo et qui n'étaient pas développés. Donc j'ai eu envie de voir tout ce que j'ai, quoi, de faire du rangement dans ma vie, d'autant que je partais à la retraite, donc j'avais besoin voilà, de me dire où est-ce que j'en suis là aujourd'hui, ma vie, c'est ça qui a existé, et puis de trier tout ça, ranger tout ça. Et puis oui, j'ai trouvé des images d'archives d'avant ma naissance que mes parents avaient filmées en 16 mm noir et blanc, des Super 8 en couleur, puis après de la vidéo. Et puis je me suis rendu compte que en fait j'avais fait un film. J'ai fait une école de cinéma en Israël quand j'avais, enfin, en 1900, je sais plus quoi, 79, 80, et j'avais fait un film que je n'avais jamais terminé, donc j'ai retrouvé ça aussi. Et puis un film que j'avais fait sur mon père, qui est un artiste peintre avec qui j'ai toujours eu des rapports comme ça un peu complexes, et le film parle de ça, bien entendu. Mais je l'avais filmé à Londres pendant une semaine, ça aussi j'en avais rien fait. Enfin, donc j'ai eu ce sentiment de ne pas avoir abouti des expériences que j'avais envie de mener. Et puis là, voilà, je voulais tout rassembler, et petit à petit, toutes ces images racontaient une histoire un peu. Voilà, et puis j'ai eu envie d'agréger ces choses-là, et puis de rajouter d'expliciter parfois, c'est-à-dire avec une voix off, et puis surtout j'ai eu envie de filmer des choses aujourd'hui. Donc ma mère, par exemple, dans un EHPAD, ma tante en Israël dans un kibbutz. Mais j'avais pas un plan, j'avais pas un scénario, bien entendu. J'avais envie de me laisser libre de faire les choses un peu comme en analyse, en associant une idée, une image, voilà. Et puis c'est devenu. Au départ, c'est devenu un objet comme ça, d'une heure, avec des trous noirs, des machins, des bouts de choses. Et un des premiers à qui je l'ai montré, c'était Arnaud Desplechin. Alors, j'ai pas produit les films d'Arnaud Desplechin, j'étais directeur de production dessus, c'est une nuance. Mais quand même, on a travaillé ensemble enfin, on se connaît depuis 30 ans, et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, et en qui j'ai confiance aussi en ce qu'il dit. Et je lui avais montré une heure d'images comme ça, et il était très très ému. Et il m'a pas mal soutenu après dans ce truc de s'autoriser à continuer à faire quelque chose jusqu'au bout. Ce qui n'est pas une évidence pour moi en tous les cas. Alors c'est un film juif, on peut dire. Enfin, je ne sais pas qui je suis pour qualifier. J'aime bien quand on dit ça. Je ne sais pas tout à fait ce que ça veut dire, mais j'aime bien ça. Mais moi non plus, je ne sais pas tout à fait ce que ça veut dire. Heureusement, c'est peut-être pour ça qu'on est là, mais en tout cas, y a plein de bouts par lesquels on revient à ça. Moi, j'ai l'impression que d'abord, il y a l'exil peut-être, parce que donc ce mariage qui est quand même le point de départ et qui reste un des centres du film, ce mariage, c'est quand même la rencontre de deux histoires d'exil. Une histoire ashkénaze, la vôtre, enfin celle de vos parents, et une histoire séfarade, bien sûr, à travers le personnage génialissime d'Enrico Macias, qui, en fait, était né pour être un personnage dans un documentaire. C'est ce qui est génial dans le film. Non, il a été très généreux. Voilà, et donc il y a cette rencontre des deux exils, c'est peut-être ça aussi qui se joue dans ce mariage et dans cette famille aussi. Oui, tout à fait. Alors, mon père est ashkénaze, ma mère est perse. Oui, c'est très différent. Oui, et elle a émigré en ce qui était la Palestine dans les années 20, en fait. Et donc, oui, des exils, puisque, oui, ils ont tous bougé, mes parents se sont mariés, enfin, mon père est effectivement
Il a fui pendant toute la Seconde Guerre, avec sa mère et son frère, mais ils sont passés par Chypre, ils sont arrivés en Israël au moment de l'indépendance, a rencontré ma mère, et après il a eu une bourse pour étudier en France à l'école de la jeune peinture, et je suis né là, mais effectivement, c'est la question de... C'est là où effectivement Enrico Macias résonne aussi chez moi, ce qui n'était pas évident, parce que la première image comme ça que je pouvais en avoir, parce que c'était plutôt quelque chose de lié aux séfarades, lié à un certain folklore, à la question de l'Algérie, qui en est une, mais que je ne connais pas plus que ça. Enfin, mais soudain, ces choses-là ont fait du sens aussi à travers ces chansons, à travers... Oui, que vous faites entendre d'ailleurs, je trouve, d'une autre façon par rapport à cet exil. Et... J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison, ma vie, ma triste vie se traîne sans raison. J'ai quitté mon soleil, j'ai quitté ma mer bleue. Il est aussi un personnage comique dans le film, puisqu'il y a quand même des scènes très drôles, en tant que beau-père vis-à-vis de vous, vis-à-vis de sa fille. Mais pas seulement, il y a vraiment aussi cette blessure, on l'entend beaucoup aussi. Oui, je trouve. Alors, d'une part, c'est vrai que quand je dis qu'il a été généreux, c'est-à-dire qu'il a... Il a accepté les choses et il s'est donné comme ça vraiment sans... Et puis surtout le regard qu'il a porté sur ce film, puisqu'il l'a vu, je l'ai trouvé vraiment assez classe en fait de voir ces images et de pouvoir se remettre en question par rapport à ce qu'il a vécu, ce qu'on a vécu, ce que sa fille a vécu à ce moment-là, au moment de ce mariage. Il était capable aujourd'hui de regarder ça avec quand même une certaine distance, chose que j'ai trouvé effectivement assez généreux. Et puis... on le voit aussi en grand-père. On le voit en grand-père, avec ouais, vos deux fils dans une belle scène. Ouais. Et il y a effectivement la question du relais aussi, voilà, l'avenir, ces enfants-là qui font tous les deux de la musique d'ailleurs, donc, mais qui ont une place qui est la leur en fait, et ça peut créer des tensions, voilà, entre une génération et la suivante, mais et alors je me suis demandé aussi si on n'avait pas ce sentiment d'un film juif, avec les guillemets qu'on peut y mettre, mais aussi parce que c'est vraiment un film qui nous plonge dans ces espèces de moments extrêmes de la vie. Le mariage en est un. Les naissances en sont aussi à travers vos enfants, et bien sûr la mort, la tombe qui est un lieu central aussi dans le film où vous venez et revenez à travers plusieurs tombes différentes d'ailleurs. Et donc je me suis dit, est-ce que c'est pas là en fait que persiste notre rapport à une forme de religion, je sais pas, mais est-ce que c'est pas dans ces moments-là que se joue notre rapport à la religion? Moi, j'ai tendance plutôt à être du côté de la psychanalyse, de l'humour, de la distance, d'appartenir et de ne pas vouloir appartenir. Enfin, plus que la question de religion, parce que je ne me reconnais pas là-dedans. C'est-à-dire que je ne suis pas croyant, je ne suis pas religieux, je ne fais pas de les traditions et tout ça. Et pourtant, et d'ailleurs c'est ça qui... Un truc qui se réveille chez moi, c'est quand on me dit le film est très juif. Parce que vous n'êtes pas la seule, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ça. Et je me suis rendu compte, d'abord, ça me fait plaisir. Et ensuite, ça me fait aussi plaisir parce que je vis cette identité comme je peux. Et à des endroits qui ne sont pas forcément confortables, et d'une manière qui n'est pas forcément confortable. Mais quand même, il y a une reconnaissance de ça. Et j'en suis assez content. Alors il y a aussi au cœur peut-être souterrain du film votre fille Léa.
et sa disparition, sa maladie, et aussi ses images à elle. Comment est-ce que vous avez décidé, là aussi, de faire exister les images, les dernières images tournées par votre fille? Alors, au départ, je ne voulais pas utiliser... Je voulais pas utiliser les images de Léa. Je ne voulais pas particulièrement parler de Léa. Je ne voulais pas parler non plus de Kate, qui est morte et je ne voulais pas... Et je voulais pas faire de voix off. Alors, et les trois éléments sont dans le film. La question de Léa est arrivée, en fait, dans le premier dîner que j'ai filmé. La maman de Léa, donc, c'est elle qui a dit à un moment mais ce film va être un film sur Léa. Et en entendant ça, je me suis senti autorisé et obligé d'aller fouiller là-dedans. Et évidemment, j'ai demandé l'autorisation à tout le monde, aux enfants, à leur mère, enfin, que ce soit la mère des filles, la mère des garçons. Tout le monde était quand même très investi, même si c'est par petites touches, c'est une fois tous les 6 mois ou je sais pas quoi. Mais... et puis ça, c'était majeur comme question. Donc si quelqu'un s'était senti mal à l'aise ou n'aurait pas voulu que je questionne Léa ou que j'utilise ces images, je ne l'aurais pas fait, bien sûr. Et vous les aviez vues avant? Déjà, ces images, vous les connaissiez, vous? Oui, parce que... Oui, bien sûr. Parce que c'était dans son ordinateur qu'elle avait à l'hôpital, elle était dans une bulle. Il fallait entrer, enfin bref, ce genre de choses. Mais oui, c'était... Et puis je ne sais plus si c'est dans le film, mais il y a un moment, je suis avec elle et dans une espèce de déguisement comme ça pour être... Oui, on vous voit, oui. On voilà, voit et je lui montre comment monter son film. Mais une fois que ça c'était autorisé, c'était possible, j'ai eu envie que son film soit intégralement dans le mien, lui faire une espèce d'écran, je pourrais dire. En tous les cas que... Alors, autant j'avais peur de parler de Léa, mais j'avoue que pendant le montage du film, il y a quelque chose d'assez agréable que j'ai découvert. C'est qu'en parlant d'elle comme d'un protagoniste, parce qu'elle est dans tel plan ou tel plan, et en parlant avec le monteur, soudain elle devenait comme les autres, quoi, donc vivante d'une certaine manière. Ces images-là sont vivantes et c'est d'une certaine manière assez apaisant. Parce que c'est vrai qu'on rencontre des gens, c'est toujours compliqué d'aborder la question de la maladie et de la mort d'un de ses enfants. Aussi parce qu'on n'a pas envie de brusquer les gens avec qui on parle. Donc moi je dis toujours, j'ai 5 enfants, le plus grand à tel âge, la plus petite à tel âge. Et puis ça fait 10 ans d'écart, puisque il y a 10 ans d'écart entre le plus grand et la plus petite. Et je ne rentre pas dans le détail. Et là, soudain, j'ai été obligé d'entrer dans le détail parce que tel plan, et puis à tel moment, et puis l'autre plan à un autre moment. Et c'est cette Super 8 noir et blanc où elle est dans les bras de sa mère et on est... quand sa mère, pour la première fois, dit « ça va être un film sur Léa », là, je me suis senti autorisé à utiliser ces images, et puis d'autres, et ainsi de suite. Alors c'est un film où moi j'ai eu le sentiment, peut-être très subjectif, mais qui avait aussi enfin une place pour quelque chose que j'aime beaucoup personnellement, qui est une forme de confidence. Et de manière très originale, très belle. Enfin, voilà, ça m'a touché, une espèce de foi dans la confidence possible. Et donc moi je vous ai fait une confidence pour vous faire part de l'effet très fort que m'a fait ce film. Et donc, j'encourage ceux qui nous regardent à pouvoir le voir. J'ai beaucoup ri quand je l'ai vu en salle et j'ai beaucoup pleuré aussi. Enfin, ça a été très corporel comme visionnage. Et donc, ma voisine dans la salle de cinéma, à la fin, quand on est parti, est venue vers moi et m'a dit « Vous les connaissez, non ?»
Et donc je lui ai dit que pas du tout. Et cet entretien permet de réparer un peu ça. Donc maintenant, oui, je vous connais un peu plus. Mais voilà, il se passe quelque chose d'assez fort. Et je me demandais, comme dernière question, est-ce que vous avez l'impression de vous connaître mieux? Bah, après autant d'années de psychanalyse, de psychothérapie, de machin, si on ne dit pas les choses comme elles sont, ou en tout cas comme on imagine qu'elles sont, enfin si on n'est pas sincère avec nous-mêmes, bah, c'est un peu du temps et de l'argent perdu là pour le coup. Donc non, c'est important pour moi d'être le plus vrai. On n'est jamais vrai, je pense, ou peut-être que si, je sais pas. Mais en tout cas, la tentative d'être le plus honnête possible, le plus vrai possible quand on traite ce genre de sujet ou quand on essaye de faire quand on s'autorise à faire un film, justement, enfin, pour moi, c'est quasi essentiel de dire les choses comme je pense qu'elles sont. Je me vois pas faire autrement. Et que ce soit une fiction ou pas d'ailleurs, et un documentaire, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire d'être vraiment là avec son sujet et de dire ce qui est ma vérité, quoi. Est-ce que vous vous connaissez mieux, alors, vous? En tout cas, je suis plus serein. C'est vrai que ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait beaucoup de bien, notamment vis-à-vis de la question de Léa, justement. Ça a quand même apaisé quelque chose chez moi. Parce qu'il y a toujours ces expressions, faire son deuil, pour moi, ça ne veut absolument rien dire. Enfin, c'est pas une phrase, d'abord, c'est pas une phrase que j'aime, que je conçois. Mais j'avais besoin de trouver une sérénité en tous les cas et d'être quelque chose avec Léa. Je ne sais pas quoi, mais quelque chose en tous les cas. Et là, ça existe, ça s'est fait, il y a un truc qui s'est fait. Alors, j'espère que cet entretien vous aura donné, vous aussi, envie de connaître, de rencontrer Uri Milstein. Et je vous souhaite de voir ce film qui s'appelle donc « Pour ton mariage ». Merci. Écoute, essayons un truc, on verra bien. Mais non, t'es flou. Mais non, c'est pas flou. Non. Et là, il doit y avoir un petit truc rouge avec des chiffres. Je peux? Mais je crois pas. Bon. Bah, j'essaye. En épousant la fille d'Enrico Macias, je ne me doutais pas que 30 ans plus tard, je lui en voudrais encore d'avoir transformé nos noces en show démesuré. On aurait cru que c'était lui le marié. Quelle photo tu veux, Ariel? Voilà, ça c'est formidable. Bien. C'est un mariage formidable. En revoyant ce film de mariage, je réalise que c'est vraiment là que j'ai commencé à fonder une famille. 2 fils, une séparation, 3 filles, une autre séparation, un deuil. Sur la tombe de mon psy, je tente une sorte d'inventaire que nous ont légué nos pères et nos mères, et moi, que vais-je laisser à mes enfants? Comme mon psy ne répond pas à mes questions, j'organise une réunion de famille. Vous avez déjà fait un dîner avec vos ex-femmes et vos enfants des différents lits, comme on dit? Je pensais que c'était une bonne idée, mais non. Qui est trahison vis-à-vis de toi, ça n'a rien à voir avec les enfants. Je parle des choses comme moi, je les ressens. On doit dire quelque chose là parce qu'on sait qu'après dans 3 mois on va se remettre à la table et qu'on parle du fait d'être juif pendant 1h30, qu'après on re-regarde la même discussion. On n'a pas parlé de Léa pour l'instant. Mais structure un peu. De toute façon, c'est le truc de Douri, c'est qu'ils pensent qu'on lui doit quelque chose. Tous. Oula, j'ai fait 20 ans de psychanalyse, hein. Je suis tout à fait... Mais je pense qu'il y a un moment de parler, c'est limite, quoi. Ah, je dis ça parce que j'ai essayé l'EFT. Tu te tapotes à des endroits comme ça, si, et ça permet de déprogrammer. Bah ouais, mais je pense que c'est bien de passer par le corps aussi. Ça dure 1h19. Ça passe vite. Bah ouais, ça passe vite.